vous propose de commencer pour qu'on puisse tenir le timing qui nous est imparti. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Guillaume Bénard, en charge de la filière viticulture à la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. Bienvenue dans cette série de webinaires qui est dédiée à la gestion de la ressource en eau à la vigne et qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action du Cap Filière Viticulture en région Centre-Val de Loire. Donc, c'est le troisième webinaire de la semaine aujourd'hui qui va aborder l'aspect de l'agronomie comme levier de gestion de la ressource avec la présentation des outils de pilotage permettant de voir le niveau de la réserve en eau dans les sols. Et pour cela, donc, du coup, c'est Étienne Goulet, directeur du pôle Val-de-Loire, centre de l'IFV, qui va nous présenter un petit peu ces différents outils disponibles, leur fonctionnement et leur intérêt. Donc, pour le bon déroulement du webinaire, vos micros sont coupés par défaut. Donc, je vous invite à saisir dans la boîte de dialogue vos questions au fil de l'eau. Et puis, à chaque fin de séquence de présentation, bien évidemment, on prendra le temps d'y répondre au maximum. Voilà. Merci par avance. Et du coup, Étienne, je te donne la main pour que tu puisses partager ta présentation. Ok, c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Vous voyez le diaporama? Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, une présentation toujours sur ce parcours, sur la gestion de la ressource en eau à la vigne, essentiellement pour présenter les outils de pilotage e-terroir et le suivi du bilan hydrique notamment. Donc, on va terminer par une démonstration sur cette application e-terroir. Mais avant, quelques rappels tout de même sur le régime hydrique de la vigne avant de commencer à voir les outils pour mesurer tout ça et puis les indicateurs. Bon, alors là, je passe très, très rapidement puisque tout ça, c'est des choses connues, mais il fallait passer par là en introduction. Donc, l'impact du régime hydrique sur le fonctionnement de la vigne, pourquoi ça nous intéresse le régime hydrique. Euh, voilà, tout simplement, une contrainte hydrique provoque, comme vous le savez, une fermeture des stomates et donc une réduction de la transpiration et de la photosynthèse. Ce qui a pour conséquence, alors pas mal de choses, c'est pas exhaustif ce que je vous présente. Là, on peut citer les travaux de Kees van Leuven sur le ralentissement de la pousse, une taille de baie réduite. Alors, ça peut provoquer un arrêt du métabolisme des acides et donc une chute d'acidité. Voilà, avec une contrainte hydrique modérée, on va avoir une augmentation de la teneur en anthocyanes. Ça va bien sûr influencer la teneur en sucre. Alors là, pas de façon linéaire. On va avoir, quand on a trop de contraintes, évidemment, on va avoir un blocage et finalement une baisse de teneur en sucre, baisse de rendement, etc. Donc ça, voilà, c'est en introduction pour replacer le sujet du pourquoi on s'intéresse au régime hydrique. Euh, Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent ce régime hydrique? On a vu que le régime hydrique influençait bien entendu le fonctionnement de la plante. Les facteurs qui influencent le régime hydrique, tout simplement, la première chose, c'est bien les données météorologiques et climatiques dans un premier temps. Ensuite, on va avoir la composante pédologique avec ce qui nous intéresse plus particulièrement et qu'on va développer après, tout ce qui est réservoir en eau. Au-delà de ces deux facteurs, bien entendu, on a le matériel végétal avec le cépage, le clone et le porte-greffe, donc avec du matériel végétal qui peut être plus ou moins sensible à la contrainte hydrique et donc qui va répondre différemment par rapport à une même réserve en eau. Et bien entendu, les facteurs humains, l'entretien des sols, la conduite de la vigne, notamment la surface foliaire,
l'irrigation, etc. Tout ça va donc influencer le régime hydrique. Nous, là, sur cette journée, on va s'intéresser essentiellement donc, à la composante pédologique et aux données météorologiques. Alors, petit rappel global sur le fonctionnement simplifié du système Solvigne, euh, puisque voilà les travaux de René Morla sur le terroir en fin des années 90, début 2000, donc a permis d'asseoir une hypothèse de fonctionnement, comme quoi le réservoir maximal utilisable en eau des sols était la variable qui influençait le plus la vigueur de la plante et notamment, enfin, de la vigne. Donc là, ce petit schéma, euh, c'est vraiment quelque chose de très simplifié, mais pour aider à la meilleure compréhension de ce qui va se passer par la suite. On peut, si on le souhaite, classer les grands sols les sols en grandes catégories. On peut appeler le premier le milieu roche, ce sont les sols superficiels qui vont avoir une faible réserve en eau. On va y revenir tout à l'heure hein, sur cette notion de réserve en eau. Jusqu'au milieu altérite, là, c'est des sols très profonds, très argilisés, qui vont contenir beaucoup de réserves en eau. Et donc, en fonction du milieu sur lequel on se trouve, on a le milieu intermédiaire, bien entendu, et bien, avec une faible réserve en eau, en général, sur les milieux roches, on a une meilleure qualité du drainage naturel, un potentiel de vigueur assez faible et un potentiel de précocité beaucoup plus fort. Et c'est l'inverse avec une forte réserve en eau sur les milieux avec des sols très, très profonds et très argilisés, où on a souvent une baisse de la qualité du drainage naturel, une augmentation de la vigueur et une baisse de potentiel de précocité. Donc c'est un résumé bien sûr, il y a beaucoup d'intermédiaires entre tout ça, il y a des cas particuliers, mais c'est un résumé qui permet d'entrer dans le vif du sujet sur ce que c'est que le réservoir utilisable maximal en eau des sols. Quand on parle de réservoir maximal en eau des sols, on va entendre différentes choses. On va parler notamment de la réserve utile et des différents états de l'eau dans le sol. Alors là, ce que je vous présente, dans la présentation, il y aura comment dire, des documents qui proviennent de diverses autres présentations. Là, c'est un extrait du guide d'estimation de la réservoir, du réservoir en eau du sol par Arvalis. Donc, bon, il y en a plusieurs, hein, vous en trouvez pas mal, mais j'ai trouvé que ce schéma était intéressant, où on va pouvoir euh, séparer les différents états d'humidité du sol. Donc, dans un sol, vous avez des micropores et des macropores. Les micropores sont censés contenir l'eau et les macropores l'air pour une bonne oxygénation du sol. Quand on est en sol saturé, c'est-à-dire qu'on est plein d'eau, euh, on parle d'eau gravitationnelle. C'est-à-dire que là, l'ensemble des pores sont remplis. Donc, on a aussi bien les micropores que les macropores. Et ça, cette eau gravitationnelle, cette eau, on va dire, en surplus, elle n'est pas forcément, il y a une partie, oui, qui n'est pas utilisable par la plante, puisqu'elle est en surplus. Il faut attendre un réessuyage du sol et ce qu'on appelle la capacité au champ. Donc, une fois que le sol s'est réessuyé un petit peu, euh, là, en fait, on a l'air qui, dans un fonctionnement normal de sol, remplace l'eau dans la macroporosité, et il nous reste juste la microporosité qui est remplie d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau capillaire, et c'est cette eau, à la capacité au champ, c'est le maximum disponible pour la plante. Hein. On a dit toute l'eau au-dessus en surplus, à un moment donné, elle va s'écouler et elle n'est pas utilisable par la plante directement. C'est bien cette eau-là, le maximum, qui est utilisable quand on a effectivement un petit peu d'air donc dans les macropores. Et puis au fur et à mesure du fonctionnement végétatif de la vigne, de l'été, on va avoir un sol qui va s'assécher pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle le point de flétrissement permanent, où là, en fait, il reste encore un petit peu d'eau dans les sols, mais la vigne n'arrive plus à extraire l'eau du sol
parce que l'eau, elle est très fortement liée. C'est cette partie-là avec une eau qui est inutilisable par la plante. Donc il reste toujours de l'eau dans le sol, mais à partir d'un certain moment, elle n'est plus utilisable par la plante. C'est ce qu'on appelle l'eau hygroscopique. Alors on a d'autres schémas, bien entendu, pour présenter cette réserve en eau, peut-être un peu plus facile de lecture avec le schéma de mes collègues Dominique et Sam, où là, vous voyez, ça représente ici le sol, avec cette eau gravitationnaire en haut, gravitaire, pardon, inutilisable par la plante. Ensuite, vous avez ici l'humidité à la capacité au champ, l'humidité au point de flétrissement. On reviendra sur cette petite notion de PF4,2. Donc alors on parle d'eau hygroscopique, là on va parler d'eau pelliculaire inutilisable par la plante. Donc la différence entre l'humidité à la capacité au champ et l'humidité au point de flétrissement, c'est cette notion de réserve en eau, donc sur la porosité de stockage en eau qui est accessible par la plante. Euh, Autre schéma et on va intégrer une petite notion supplémentaire, celle de mon collègue du coup Raphaël Suire d'Interloire. Alors là, ne prenez pas en compte les valeurs, c'est juste pour introduire une sous-notion de réserve facilement utilisable. Vous pourrez l'entendre quelquefois entre une réserve utile maximale ou une réserve finalement facilement utilisable. Ça fait partie de la grande réserve utile, mais quelquefois vous allez entendre que se séparer, c'est qu'au début, notamment en fonction des types de sols, lors d'une pression matricielle assez faible, on va pouvoir avoir accès à pas mal d'eau et de façon assez facile. C'est cette réserve facilement utilisable. Et ensuite, pour aller sur les dernières réserves en eau qui restent de la réserve utile, mais ça sera peut-être des fois un petit peu plus compliqué. Donc vous aurez certaines fois, dans la bibliographie, dans les études, une séparation entre la réserve utile totale et puis une réserve facilement utilisable en eau. Voilà, ça c'est plus pour introduire quelques notions que vous pourrez entendre ou lire dans différents documents. Toujours sur cette notion de réservoir utilisable maximal en eau des sols, on est sur la réserve utile là, et du coup, on a vu, on parle d'eau à la capacité au champ, on parle d'eau au point de flétrissement, mais finalement, comment on mesure, comment on détermine la teneur en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement. Alors, juste cette partie-là, ça peut faire l'objet d'une présentation complète. Il y a beaucoup de choses à dire sur les méthodes. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, on présente juste sans détailler quelques méthodes. Il y a beaucoup de méthodes différentes, des plus simples aux plus complexes. Et entre autres, nous, ce qu'on utilise assez régulièrement, la méthode gravimétrique, où là, c'est tout simple, c'est l'humidité pondérale par prélèvement et séchage à 105 degrés, c'est-à-dire que vous allez, avec une tarière ou lors d'une fosse, prélever votre sol, votre échantillon. Vous allez le peser à l'état, on va dire, humide comme vous l'avez pris. Ensuite, vous le faites sécher à 105 degrés, vous le repesez et vous avez votre eau pondérale, et bien entendu, avec la densité apparente, etc., on peut recalculer sur un volume au lieu d'un pourcentage d'eau. Mais ça, c'est la méthode la plus simple. Il faut avoir une étuve ou un four pour sécher à 105 degrés. Ensuite, on a les méthodes de mesure par sonde, alors qu'elles soient neutroniques, c'est plus trop utilisé, mais capacitives, TDR. Donc ça, il y a pas mal de sondes disponibles. La lecture, et souvent, ça nous donne un assez bon résultat sur le niveau, ou en tout cas sur la teneur en eau actuelle à un moment donné dans un sol. C'est assez compliqué à approcher ces notions de capacité au champ et de point de flétrissement avec ces sondes. Et donc, ce qu'on utilise régulièrement, c'est la détermination de la teneur en eau à l'aide des PF. Donc, c'est-à-dire qu'on va échantillonner du sol, que l'on va placer sur des tables à succion avec une pression, des extracteurs à membrane. Et ça se fait en laboratoire. Alors, soit on a la chance d'avoir
les appareils dans son propre labo, ou soit ça se fait très bien dans tous les labos de sol. Donc en gros, l'EPF, en fait, voilà, ça représente le potentiel matriciel, c'est un logarithme, peu importe sa définition. Mais il faut savoir qu'en gros, c'est une pression qui est appliquée au sol pour finalement mimer la force de succion. Et plus le PF est élevé, plus l'eau est fortement retenue par le sol et donc moins disponible pour la plante. Donc comment ça se passe? Souvent, vous allez obtenir différentes, euh, différentes correspondances. Là, vous avez ici les PF. Alors, vous avez évidemment tout en bas le PF 4,2 qui représente le point de flétrissement, on en a parlé tout à l'heure, avec le point de flétrissement permanent, avec une eau qui est du coup très fortement liée au sol et qui n'est pas accessible par la plante au-delà de ce point-là. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'eau gravitaire à saturation, l'eau libre, c'est évidemment inférieur à 2 en termes de PF. Et puis, vous avez la capacité au champ. On revoit cette limite de réserve facilement utilisable qui correspond au début de stress une fois qu'on est en dessous. Vous voyez ici, surtout ce qui est intéressant, c'est que dans la bibliographie, pour correspondre à un niveau hydrique, soit la capacité au champ, soit la limite de réserve facilement utilisable, eh bien, finalement, dans la bibliographie, on a différents PF. Soit on dit qu'on rencontre qu'à PF2, on est à la capacité au champ. D'autres fois, on va le rencontrer, on va le lire à PF2,5. Pareil au niveau de la RFU. Donc, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que tout ça, il y a des correspondances entre les niveaux hydriques et les PF, mais qui sont variables en fonction des sources de données, en fonction de la bibliographie, de ce que vous avez lire. Et puis aussi, là, c'est pas indiqué sur ce tableau, mais elles sont variables aussi en fonction des textures. Donc en fait, ça fait beaucoup de données qui peuvent varier. Et donc on est bien, et c'est ce qu'il faut retenir de cette présentation, hein, on est bien sur une estimation de l'eau disponible et pas sur une mesure fine. Il faut toujours l'avoir en tête. On va toujours estimer l'eau parce qu'en fait, en fonction des méthodes, là en plus on utilise la méthode des PF, mais ça peut être d'autres méthodes, et même en utilisant une seule méthode, il va y avoir différents niveaux d'interprétation de mesure. Donc, attention, on estime toujours, on y reviendra après, et pas une mesure très fine à la virgule. Donc, une fois que l'on a dit ça, on peut le regarder finalement sur ce type de graphique-là, où vous avez sur la courbe bleue un sol plutôt argileux, vous avez le point de flétrissement ici qui correspond à un PF 4,2, et puis vous avez le point de réessuyage, donc la capacité au champ, qui ici correspond à un PF 2,7. C'est classiquement rencontré. Alors vous voyez que pour un sol argileux, si on fait le point de flétrissement, l'eau contenue au point de flétrissement ici, moins l'eau contenue à la capacité au champ, enfin c'est plutôt l'inverse, on va avoir cette notion de réserve utile des sols argileux, donc assez grande. En revanche, quand on passe au sol sableux, la capacité au champ à 2,7, le point de flétrissement à 4,2, on a donc moins d'eau disponible. C'est le cas là, ici de la réserve utile des sols sableux. Donc jusqu'ici, un sol argileux contient plus d'eau qu'un sol sableux, plus d'eau utile qu'un sol sableux, c'est relativement classique. Mais là, vous voyez qu'autant pour le point de flétrissement, on garde cette valeur de 4,2, et là, ici, en fait, on a gardé cette valeur de 2,7 à la capacité au champ. Déjà, tout à l'heure, on a expliqué que 2,7, en fait, ça variait. Quelquefois, on rencontre 2,5, quelquefois, on rencontre 2,2, quelquefois même, on rencontre 3,2. Donc, vous voyez que si on est finalement plus proche de 3, ou 3,2, si on dit, oh ben non, finalement, la capacité au champ, moi j'ai lu que c'était PF 3,2, ben vous voyez qu'on va avoir une réserve plus faible. Et à l'inverse, évidemment, si on estime qu'on est plutôt à PF 2,2, etc., on va avoir plus de réserve en eau. Le point de flétrissement, PF 4,2, c'est relativement bien
stable dans toute la bibliographie. On considère toujours ce point de flétrissement à PF4,2. Mais je vous ai dit aussi que ça pouvait varier en fonction de la texture du sol. Ici, vous voyez que les auteurs ont considéré que c'était le même PF à la capacité au champ pour des sols sableux et pour des sols argileux. Mais voilà, on peut lire dans différentes publications d'autres choses comme alors le point de flétrissement, on l'a dit, c'est toujours PF4,2, mais quelquefois la capacité au champ, finalement, elle varie aussi entre le sol sableux et le sol argileux. Là, vous voyez une capacité au champ dans une publication qui a indiqué sur un sol sableux entre 1,7 et 2, et puis un sol argileux entre 2,3 et 2,7. Donc là, ça veut dire que pour calculer la réserve utile, dans ce cas-là, on ne se positionne pas sur un sol sableux pareil que sur un sol argileux. Et là, sur un sol sableux, on se positionne. Donc 2,7, là, on est bon sur la courbe bleue sur le sol argileux. En prenant en compte cet abac-là, ces références-là, sur le sol sableux, on serait plus à 1,7 ou 2, donc plus en bas là, pour cette capacité au champ. Donc en fait, on aurait une réserve utile en eau des sols sableux un peu plus importante que celle présentée sur ce graphique-là. Je vous explique ça, je vous montre ça pour vous montrer qu'en fait, si on estime qu'on est plutôt à 2,7 ou plutôt à 2 à la capacité au champ, on va bien entendu faire varier cette quantité de réserve en eau. Donc ça, ce sont des mesures qui peuvent se faire avec beaucoup de points pour avoir ces courbes, ces cinétiques de dessèchement en fait du sol en fonction d'une force de succion qui mime la force de succion des racines. Donc là, évidemment, on va avoir des cinétiques différentes entre un sol sableux qui va très vite se dessécher, un sol argileux un petit peu moins vite, et puis pour cette notion de réserve en eau, on l'a dit, ça va dépendre tout simplement des limites que nous on se fixe ou qu'on va déterminer si on dit bah, finalement la capacité au champ, on va estimer qu'on est à 2,7 ou à 2. Ben ça va nous faire des différences de réserve en eau. C'est pour ça qu'il est toujours important, on y reviendra après, d'utiliser la même méthode. Alors, on va pas. Enfin, certains vont dire, nous c'est 2,7, d'autres c'est 2,3, etc. On peut y passer très longtemps là-dessus. L'important, c'est de se dire, à un moment donné, quand on fait une étude, et surtout c'est le comparatif, on va revenir sur la cartographie, parce que c'est vraiment du relatif entre les différentes zones, il faut utiliser toujours le plus souvent possible les mêmes données, les mêmes ABAC pour pouvoir comparer les données entre elles. Finalement, j'allais dire, peu importe qu'on choisisse 2,7 ou 2,3, euh, l'important c'est de choisir toujours la même chose, toujours la même méthode, toujours les mêmes limites. Si on fait une erreur, elle est répétable et en relatif, on pourra comparer ce qui nous intéresse, nous, les réserves en eau des différents sols. Voilà. C'était cette petite introduction sur cette notion de réserve utile en eau et cette notion de point de flétrissement, capacité au champ, qui, dans la plupart du temps, en tout cas chez nous, en laboratoire, on l'estime avec cette méthode des PF. Alors, pour passer de la réserve utile, on parle de réserve utile en eau, et puis là, vous voyez qu'au-dessus, je parle de réservoir utilisable maximal en eau des sols. Le réservoir utilisable maximal en eau, c'est le RUM, c'est finalement le volume. C'est de savoir si vous avez une petite gourde d'eau ou si vous avez un grand jerrycan. Voilà, c'est le volume, c'est le réservoir total qui va pouvoir contenir l'eau. Et donc, ce réservoir utilisable, on l'a dit, alors il va dépendre, ça on vient de le voir, ce sont les notions de capacité au champ et de point de flétrissement. Et en fait, on réintroduit d'autres paramètres pour avoir le volume, pour avoir le réservoir en eau. C'est déjà le pourcentage de terre fine. Alors pourquoi le pourcentage de terre fine? Bah, tout simplement, si vous avez un sol qui contient 30% de cailloux, on considère que les cailloux, ou les graviers, ou les blocs, on considère qu'ils ne participent pas à l'alimentation en eau.
Alors, dans quelques cas très particuliers, quand ce sont des cailloux très poreux qui contiennent de l'eau, qui peuvent en relarguer, il peut y avoir une petite influence de ces cailloux qui vont pouvoir relarguer un petit peu d'eau. Mais c'est très très rare. Et en gros, quand vous avez des cailloux de quartz ou autre chose, ils ne participent pas à la réserve en eau. Donc vous comprenez que si on a un sol avec 100% de terre fine, 0% de cailloux, on va calculer la réserve en eau sur l'entièreté de notre sol. En revanche, si on a un sol qui contient 30% de cailloux, un sol très caillouteux, ben, il faut déjà enlever ces 30% puisque eux, ils ne participent pas à la réserve en eau. Donc c'est pour ça qu'on va multiplier par le pourcentage de terre fine et on le fait là par horizon. Là, vous voyez un profil de sol sur fosse de mes collègues de la cellule terroir de l'IFV. On va le calculer horizon par horizon. On va le voir après pourquoi. Et on va sommer en fait ces différentes réserves en eau de chaque horizon. Donc c'est l'épaisseur de chaque horizon et puis multiplié par la densité apparente pour pouvoir traduire en millimètres. Donc ça, cette équation, hein, elle est connue, elle est appliquée relativement partout. Il peut y avoir quelques dérivés, mais voilà, ça c'est la méthode de Bayes pour calculer le réservoir utilisable maximal en eau. Donc on a vu comment on utilisait comment on mesurait la capacité au champ, comment on mesurait au point de flétrissement. Ensuite, le souci, c'est que, alors, c'est pas un souci, mais vous pouvez mesurer ponctuellement. Vous allez sur votre terrain, vous prélevez votre sol, vous allez l'analyser en laboratoire pour avoir, avec les différents PF, les courbes de PF, vous allez estimer votre réservoir utile, donc votre réserve utile, donc CC moins PF42, et puis vous allez multiplier par le pourcentage de terre fine, etc. Et notamment quand on est en cartographie, puisque l'objectif là ensuite c'est de vous présenter l'outil e-terroir, quand on est en cartographie, finalement ça va être, on va pas pouvoir faire comment dire, ces analyses à chaque sol, à chaque sondage d'arrière, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, c'est pas que c'est compliqué, mais ça prend du temps, et surtout ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc ce qu'on fait, et je vais passer assez rapidement, c'est qu'en gros, on fait des relations entre la teneur en argile des sols, là c'est sédimentaire, mais on peut le faire on l'a fait bien entendu sur les terrains métamorphiques, etc., et leur teneur en eau pondérale à la capacité au champ, c'est-à-dire APF 2,7 par exemple. Là, vous voyez, vous avez 248 échantillons de sol qui ont été prélevés, pour lesquels on a fait une granulométrie, et on a récupéré donc le pourcentage d'argile et le pourcentage d'eau à la capacité au champ. Donc on obtient une relation qui nous permet ensuite de dire que sur un autre sol, un autre prélèvement, si on connaît le taux d'argile de ce sol, on va pouvoir estimer l'eau à la capacité au champ. Donc on est encore à une phase d'estimation, mais qu'on va utiliser quand on ne va pas envoyer d'échantillons au laboratoire pour faire ces fameux PF2,7 et puis PF4,2 pour le point de flétrissement. On a la même chose, on fait exactement la même chose pour le point de flétrissement. Ce qui nous amène ensuite, quand on est en cartographie, vous savez qu'on parle de texture de sol des horizons. Est-ce que c'est une texture argilo-sableuse, une texture limono-argilo-sableuse? Ça, sur le terrain, ça s'estime au toucher. En fonction de la texture, c'est pareil, on peut avoir beaucoup d'échantillons qu'on va à la fois analyser sur le terrain en texture au toucher et puis envoyer en laboratoire en granulométrie. Et ainsi, vous voyez, là, vous avez les effectifs par classe de texture qu'on a pu mesurer. Et là, ça veut dire que, par exemple, pour une argile lourde, donc la texture la plus argilisée qui existe, on est en moyenne sur les 64 échantillons que l'on a testés à plus de 50%, à 51,2% d'argile, voilà, avec une dispersion de 5-6%. Et là, vous l'avez pour chaque classe de texture. Ce qui nous permet ensuite, nous, quand on est sur le terrain, quand on fait de la cartographie, vous dites, bah, tiens, mon premier horizon, il est LAS. Donc LAS, on sait que globalement, c'est 24,3% d'argile. Et si vous vous rappelez par rapport
ici, ben, vous avez l'eau estimée à la capacité au champ et l'eau estimée au point de flétrissement. Et donc, ça nous donne, on a publié ces résultats. Alors, aussi bien on les a séparés sur massif armoricain et puis sur bassin parisien, hein, en fonction du sédimentaire. Et donc, pour chaque classe de texture, on va avoir un taux d'argile moyen, une densité apparente moyenne, parce qu'on fait aussi les densités apparentes, l'eau à la capacité au champ, l'eau au point de flétrissement, et ça nous donne un niveau de réserve en eau en millimètres par centimètre. Donc là, c'est-à-dire que sur l'argile lourde, vous avez 1,67 millimètres d'eau par centimètre. Donc si vous n'avez pas de cailloux, si vous avez 1 mètre de sol, vous avez 167 millimètres de réserve utile dans votre sol. Voilà ce qui est utilisé pour la cartographie parce qu'on ne peut pas aller faire des mesures en laboratoire sur chaque échantillon, sur chaque sondage tarière et sur chaque horizon. Donc on a une nécessité de créer des bases de données. Je regarde l'heure. Hop. OK. De créer des bases de données localisées pour une plus grande fiabilité. Ça, c'est important. Là, par exemple, c'est la dernière cartographie que l'on a restituée, c'est la cartographie de Vouvray. On l'a restituée il y a une quinzaine de jours. Là, ce sont les valeurs qui ont été mesurées. Hein, là, on parle bien de mesures en laboratoire sur Vouvray avec ben voilà, là, c'est en pourcentage d'humidité, mais on peut le traduire ensuite en millimètres avec les densités apparentes. Donc, il y a une nécessité de créer des bases de données, pour nous, ce qu'on appelle des ABAC, hein, localisées, pour une plus grande fiabilité. Tout simplement, déjà, je vous ai parlé de terrain sur le bassin parisien, de terrain sur le massif armoricain. En fait, en fonction du type de sol, en fonction de la nature de la roche, pour une même argile, on ne va pas avoir une même rétention en eau. Bon, alors là, c'est encore une notion complémentaire, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment localiser ces données quand on prend des ABAC. Parce que sinon, comme je le mets ici, dans tout bon livre de sciences du sol, on a des valeurs moyennes. On peut rencontrer des valeurs moyennes, de dire, ben, pour telle texture, la capacité au champ ou la réserve en eau, elle est à peu près de temps. Mais souvent, ça, c'est fait sur des larges échantillons. Donc ça, c'est intéressant parce que alors, il faut regarder hein, sur combien d'échantillons ça a été réalisé. Mais souvent, ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un nombre très important d'échantillons, mais ils sont souvent dispersés géographiquement et donc sur des natures de sol complètement différentes, ce qui peut fausser les résultats. Donc, en fait, moi, je vous invite, quand vous faites quelque chose sur une zone d'étude, vraiment à refaire des ABAC et à refaire des analyses sur cette zone-là. Ensuite, bien entendu, vous avez ces analyses, vous avez ces points, cette correspondance entre le taux d'argile et puis votre eau à la capacité au champ, votre taux d'argile et puis votre eau au PF4,2, au point de flétrissement. Bien entendu, vous les remettez sur vos ABAC, et nous, si ça suit globalement la courbe que l'on a, ben on va réinsérer ces données dans notre grande table de données et on va récupérer et on va utiliser les mêmes ABAC. En revanche, si on voit que ces points-là, ils sortent complètement des courbes qu'on utilise traditionnellement, eh bien, on recrée un nouvel ABAC pour avoir ces nouvelles correspondances. Alors, clairement, lors des étapes de cartographie, ce n'est pas l'objet du webinaire, donc je présente très rapidement cartographie à la tarière avec des sondages, que l'on peut aussi regarder sous forme de fosses, mais du coup, on a nos différents horizons. On a nos différents points de sondage tarière ici sur une carte, ce qui nous permet ensuite, une fois qu'on a réalisé ces différents horizons, donc vous voyez pour cette première horizon, on va du coup estimer la texture, le pourcentage en cailloux dans le sol, idem pour ce deuxième horizon, idem pour ce troisième horizon. On va ainsi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pouvoir calculer la réserve en eau de cet horizon, de celui-ci, etc. et pouvoir sommer et avoir une réserve, un réservoir utilisable maximal en eau des sols, qui ensuite, on le verra, peut se retrouver sur e-terroir. Et là, par exemple, c'est la dernière carte issue de Vouvray sur le réservoir utilisable maximal en eau des sols sur Vouvray, avec, là on donne des classes, hein, je vous ai dit que déjà c'était une estimation, même quand on faisait des mesures en laboratoire, ça reste une estimation, donc en plus
quand on l'approche par la méthode des textures et des abaques de correspondance, vous voyez qu'on est quand même loin du chiffre après la virgule. C'est pour ça qu'on va donner sur des grandes classes de réserves en eau et que l'on traduit sous forme de couleurs pour chaque parcelle, pour chaque texture. Donc ça, c'est le réservoir utilisable en eau. Et puis, je vais terminer la présentation par cette notion de bilan hydrique. Donc, on va passer de la taille du réservoir, ce fameux RUM, à son niveau de remplissage, le bilan hydrique. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait s'intéresser sur le régime hydrique en compartiment sol et aux données météo. Donc là, on va réintroduire des données météo où en fait, on va considérer notre compartiment sol et puis, bien entendu, pour avoir son niveau de remplissage, on va avoir le fonctionnement de la plante, on en a parlé tout à l'heure par la transpiration, on va avoir les pluies qui viennent régénérer la réserve en eau du sol, le ruissellement, l'évaporation du sol lui-même, et puis le drainage en profondeur et cette eau gravitationnelle. Donc ça, ce sont les principaux flux simulés par le modèle, et on utilise à l'IAB le modèle de bilan hydrique Wallis. Ce modèle va nous permettre de calculer un réservoir, dans le réservoir d'eau, savoir s'il est rempli, plus ou moins rempli ou complètement vide. Et là, on le met en lien avec la transpiration. Et globalement, ce que l'on sait, c'est que entre 100% et 40%, c'est-à-dire quand mon réservoir il est complètement plein, 100%, et quand il est vide et quand il commence à se vider, mais qu'il reste à 40%, on n'a pas d'impact sur la transpiration. Ça se passe très bien pour la vigne, il n'y a rien du tout qui transparaît. En revanche, lorsqu'on commence à descendre en dessous de 40% d'eau dans notre sol, dans notre réservoir, là, la vigne commence à réduire sa transpiration. On a une contrainte hydrique faible. Et puis, en dessous de 21%, la contrainte hydrique devient modérée. Et en dessous de 7%, on a un taux de remplissage de son. Donc, 7%, ça veut dire que vous avez votre réservoir en eau, vous n'avez plus que 7% d'eau dans ce réservoir. Là, on passe en contrainte hydrique forte, voire même à très forte en dessous de 2%. Donc ça, c'est la correspondance entre notre niveau d'eau dans le sol et puis ses conséquences sur la transpiration. Et on l'a vu sur la photosynthèse et tout ce que ça peut induire sur la plante. Attention, les impacts de cette contrainte hydrique, ils dépendent bien entendu de la phénologie. Une contrainte hydrique forte ne va pas avoir les mêmes conséquences si on est à la période de vendange que si on est à la période de la floraison. Voilà, donc ça, il faudra aussi le remettre en fonction des stades phéno. Et tout ça, on peut l'avoir en cartographie également, je vais vous le présenter sur iTerroir, c'est-à-dire que sur iTerroir, on peut avoir à la fois le réservoir en eau, donc ça c'est fixe. Quel est mon volume d'eau? Est-ce que j'ai une gourde? Est-ce que j'ai un jerrycan? Est-ce que j'ai un petit verre? Ça c'est mon réservoir en eau. Et puis avec le bilan hydrique, on peut avoir, sous forme de carte, mais on va le voir après, sous forme aussi de comparaison à la parcelle, on peut avoir son niveau d'eau dans le sol. Et ça, c'est recalculé toutes les nuits. Toutes les nuits, sur la base de données iTerroir, avec les données météo qu'on récupère, les données spatialisées de Météo France au kilomètre, on va savoir et on va faire tourner le modèle Wallis. Et pour chaque parcelle, on va avoir son niveau de remplissage en eau pour le jour J. Donc, quand on compare sur une parcelle, on peut cliquer sur une parcelle, et là, ce que vous avez, on clique sur une parcelle, et là, vous pouvez avoir, je vous le montrerai, votre bilan hydrique annuel de la parcelle. Ici, on a comparé 2022 par rapport à 2021, parce que c'est important de pouvoir comparer les choses. On vous l'a dit, ce n'est pas la valeur absolue qui compte, c'est surtout le relatif, le comparatif. Ici, on a comparé 2 millésimes. Vous avez ces fameux ici, sur la gauche, c'est l'eau dans votre sol. De 100%, votre réservoir est complètement rempli en eau, jusqu'à 0, où il n'y a plus du tout d'eau dans le sol. Et avec ces fameuses limites pour estimer la contrainte pour la plante, 40% d'eau dans le sol, on commence à arriver à une contrainte faible. En dessous de 21%, une contrainte modérée. Et en dessous de 7%, une contrainte forte à très forte. Donc là, vous voyez, par exemple, 2 millésimes complètement différents sur la même parcelle entre 2021 et 2022. Voilà, ça c'était pour le. Et on peut comparer soit des millésimes entre eux, soit des parcelles entre elles. Bien entendu, est-ce que c'est valable ce modèle?
Bien entendu qu'on le regarde, on essaye de mesurer, on essaye d'avoir, de pouvoir vérifier que ce modèle correspond bien à la réelle teneur en eau des sols. Donc ici, je vous présente donc sur cette même parcelle où vous avez ces deux bilans hydriques. Ici, ce sont les résultats de sondes capacitives où vous voyez que globalement, le profil est bien identique. On le réalise aussi dans un, comment dire, dans un projet mené par l'IFV qui s'appelle Hydrovignops. Donc ça, ce sont des données de mon collègue Raphaël Sueur d'Interloire, où vous avez en vert le bilan hydrique de Iterroir sur la parcelle. En rouge, la sonde capacitive qui va nous mesurer l'eau dans le sol. Donc là, on n'est pas sur les mêmes, valeurs, mais l'important, c'est de regarder la cinétique et on s'aperçoit qu'effectivement, globalement, la cinétique est bien la même. Quand on a une augmentation ici du modèle, par le modèle, on a bien une augmentation mesurée dans le sol par les sondes, etc. Donc on suit bien les mêmes choses. Et surtout, ce qu'on a fait également, ce qu'on a réalisé avec les collègues de l'AI6 et l'IFB d'Amboise, on a réalisé du coup des potentiels de tige avec une chambre à pression sur la vigne pour avoir une idée vraiment du stress hydrique de la plante, donc traduit par la plante. C'est bien d'avoir l'eau dans le sol, d'avoir son niveau de remplissage, mais effectivement, est-ce que c'est vraiment traduit par la plante, par une contrainte ou non? Alors là, on sait que ça va dépendre aussi du matériel végétal, mais là, vous voyez ces différents points, et c'est sur le potentiel de tige en mégapascal, et en fait, vous voyez que ces points, ils suivent globalement bien la courbe du modèle de bilan hydrique. Ici, je vous ai replacé la courbe de contrainte forte pour le. Donc là, on voit qu'on n'est pas beaucoup en contrainte forte. Le point le plus bas, ici, on commence à avoir un des points le plus bas, une contrainte, on commence à l'approcher. Eh bien, pour le potentiel de tige, c'est à partir de 14 mégapascales, et vous voyez que là, le point le plus bas, on commence à l'approcher. On suit bien, finalement, quand on regarde la contrainte, pardon, exprimée par la plante, par la vigne, on voit qu'elle suit bien cette courbe de modèle de bilan hydrique. Ça se traduit au niveau de la valorisation collective, tout ça, au niveau d'Interloire, par l'édition de bulletins de bilan hydrique. C'est une valorisation possible. C'est une valorisation qui est faite à partir d'Iterroir avec des parcelles types dans différentes zones. Ici, pour une zone en Touraine, où vous avez ces bulletins qui sont diffusés, en fait, le nombre, c'est en fonction des stades phénologiques et puis des contraintes du millésime. Et là, vous avez ici, toujours à la date de l'édition du bulletin, votre état hydrique dans un sol avec une parcelle à faible réservoir en eau et puis une parcelle à plus forte réservoir en eau, pour savoir à peu près sur lesquelles, si vous n'allez pas sur Iterroir pour regarder vos parcelles, vous avez avec un bulletin comme ça de façon générique l'état d'eau dans le sol pour une zone donnée, pour un certain type de sol plutôt superficiel et un autre type de sol plutôt profond. Et vous avez le comparatif, souvent avec l'année d'avant, et on explique où on en est de ce taux de remplissage. Et puis en deuxième page, là, vous avez, en fonction de la contrainte en eau que vous avez, à ce moment-là, les conséquences sur la vigne d'une contrainte, c'est ce qu'on a vu en introduction, et puis les leviers d'adaptation possibles face à cette contrainte hydrique. Donc ça, c'est diffusé en bulletin, c'est générique, c'est pour tout le monde, pour savoir à peu près où on se situe. Et puis sinon, vous pouvez l'avoir directement sur Iterroir pour votre parcelle quand votre appellation est cartographiée. Donc en résumé, pour les limites quand même de ce calcul du réservoir utilisable maximal en eau et du bilan hydrique, alors, les limites de la liste est non exhaustive, hein. Il y a pas mal de limites, mais on voit que ce sont ou des équations ou des modèles. On est en estimation des valeurs, issues de variables qui sont elles-mêmes estimées et qui sont plus ou moins justes en fonction des abacs utilisés, on l'a dit. Donc, attention, d'où l'importance de travailler sur du relatif, sur de la comparaison, du comparatif, plutôt que sur des valeurs absolues. On va pouvoir l'utiliser en comparant les parcelles entre elles, en comparant les millésimes, mais avec une même méthode. On ne va pas dire, ah bah tiens, cette méthode-là, elle est juste, celle-là, elle est fausse, etc. Peu importe. Si on utilise une méthode et si on veut comparer, il faut utiliser la même méthode de calcul, de mesure et d'estimation pour pouvoir comparer.
Ensuite, on l'a dit, hein, la contrainte hydrique dépend aussi du matériel végétal. C'est pas la même chose si vous êtes avec un même sol et un même niveau de remplissage en eau des sols. Si vous êtes avec un cabernet franc ou un chenin, on sait que le cabernet franc est plus sensible à la contrainte hydrique, au stress hydrique, donc il va exprimer plus facilement des symptômes. Donc attention, pour un même niveau d'eau dans le sol, en fonction du matériel végétal, on va avoir une réponse différente. Et puis aussi, en fonction des pratiques, on l'a vu, donc pratique, c'est un petit peu approché dans Wallis, puisque on peut aussi simuler dans Wallis et dans e-terroir le niveau d'enherbement de votre parcelle, de 0% si vous travaillez mécaniquement l'ensemble en désherbage mécanique à 100%, jusqu'à 25, 50, 75 et 100%. Les conséquences de la contrainte hydrique sur la vigne, elles sont différentes en fonction de la phénologie. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Et enfin, le RUM et le bilan hydrique, en fait, sur ces modèles-là, c'est non compartimenté. Alors, je vais essayer d'expliquer, c'est-à-dire que c'est une valeur moyenne sur un réservoir total et sur son niveau de remplissage. On a vu tout à l'heure qu'en fait, on avait, bien entendu, vous le savez, des horizons de sol. Et donc, on sommait la réserve en eau de ces différents horizons pour avoir le réservoir utilisable maximal. Et en fait, on n'a pas de distinction ensuite dans le fonctionnement entre l'horizon de surface et de profondeur. On va estimer en fait un grand réservoir et puis qui va s'assécher de façon homogène et uniforme et qui va se remplir de la même façon. Or, on sait très bien qu'on peut avoir quelquefois des niveaux, notamment de surface, qui sont très secs et des niveaux en dessous qui vont avoir la totalité de leur réserve. On va faire une moyenne sur tout ça. Mais du coup, on n'approche pas de façon dynamique le dessèchement de l'horizon de surface, puis de l'horizon de profondeur. On peut le faire ça avec des sondes, mais avec ce modèle de bilan hydrique, on approche un compartiment global. Donc attention quand on parle par exemple d'engrais verts et puis ensuite de contraintes hydroazotées, c'est souvent sur le premier horizon. Donc attention, ce modèle-là, il est utilisable pour la vigne, le fonctionnement global. Il ne faut pas non plus souhaiter ou vouloir l'utiliser pour des choses pour lesquelles il ne serait pas correct, c'est-à-dire de regarder si je peux semer mes engrais verts avec le réservoir en eau ou s'il faut que je... Parce que le réservoir en eau, il est calculé globalement et pas horizon par horizon. Juste parce que là, je pense que j'ai largement dépassé, comme d'habitude, mais je vous propose la démonstration. Peut-être juste Ouais, avant, Étienne, je te coupe, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais n'hésitez pas s'il y a des questions, c'est le moment de les écrire pour qu'on puisse y répondre dans les oui, 5 minutes qui nous restent. Et puis s'il n'y en a pas, effectivement, oui. peut-être, Étienne, tu peux nous montrer un petit exemple concret sur l'outil Hein. en temps réel. Donc, en Voilà, attendant les les questions, éventuelles questions. euh, donc là, vous voyez toujours mon écran. Guillaume, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, vous allez sur le site Techniloire, et puis donc d'Interloire, le site technique de la filière viticole pour le Val-de-Loire. Vous avez vos différents outils. Ici, on va parler d'e-terroir. Donc, vous allez sur e-terroir. Je vais me mettre en plein écran. Vous choisissez votre vignoble qui a été cartographié. Donc, on va prendre le dernier. On va se mettre sur Vouvray. Vous avez la méthodologie, ça, hop, fiche. Et puis, vous cliquez sur une des communes. Vous pouvez cliquer, bien entendu, sur toutes les communes. Vous avez ici, vos différents groupes terroirs. Vous avez ici, vous pouvez regarder toutes les cartes, les textures de surface, les unités terroirs, etc. Et vous avez cette notion de réservoir utilisable maximal en eau des sols. Voilà, si vous voulez accéder à la méthodologie, c'est celle que j'ai présentée ici. Vous avez toute la méthodologie qui est indiquée. Donc là, vous pouvez, comme ça ici, voir déjà la taille de votre réservoir en eau par rapport sur vos parcelles. Donc là, c'est la taille. Et vous avez, bien entendu, l'infobulle. Quand vous passez la main, vous avez une infobulle là, qui vous dit 78 mm. Alors, on vous donne quand même le calcul en eau pour savoir dans la classe 50-100, ben là, on est quasiment au milieu. Mais quelquefois, on est à 52 mm et tout. Donc,
C'est pour relativiser par rapport à ces classes. Mais vous avez une représentation ici en 4 ou 5 grandes classes de réservoirs en eau. Vous pouvez, comme ça, ici, zoomer et naviguer concrètement. Alors, regardez bien quand même dans e-terroir, c'est toujours important, là toujours c'est le levé de terrain. Donc ça, c'est tous les sondages tarières qui ont été réalisés sur cette commune-là. C'est très important parce que la qualité d'une cartographie va dépendre, bien entendu, de sa densité, des sondages tarières. Donc ici, on est en général, pour une cartographie au 10 millième utilisable à la parcelle, entre 1 et 2 points de sondage par hectare. Très important parce que, bien entendu, si vous avez un point tous les 5 km ou un point tous les 50 mètres, ce n'est pas la même chose en précision. Donc là, vous avez ces différentes cartes. Et puis, je vous ai parlé du bilan hydrique. Donc, vous avez le réservoir ici. Hein. Donc, ça, c'est fixe. Vous connaissez si vous avez un petit réservoir ici ou si vous avez un grand réservoir sur le bleu. Et ensuite, on peut passer au bilan hydrique. Donc là, tout est bleu. Parce qu'en fait, on est au-dessus des fameux 40% de limite en remplissage en eau du sol. On peut l'avoir aussi à J+7. Mais ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est que, par exemple, hein, si je me mets sur une parcelle, je peux avoir ici mon bilan hydrique actuel que je peux comparer éventuellement à 2024 et pour des niveaux d'enherbement différents. Et puis, évidemment, je peux l'afficher en grand, je peux télécharger les données, etc. Donc là, c'est sur une parcelle. Je peux aussi comparer avec d'autres parcelles. Voilà, donc là, vous avez deux parcelles différentes. Vous voyez bien ici, sur la parcelle rouge, que finalement, on n'est jamais en contrainte, quasiment un tout petit peu en contrainte modérée sur ce millésime 2024 en fin août, contrairement à cette autre parcelle en bleu où on arrive régulièrement à un stress, une contrainte forte à très forte. Donc ça permet de comparer les parcelles entre elles. On l'a vu aussi, les millésimes entre eux. Et puis, vous pouvez, pour une seule parcelle, vous pouvez aussi comparer les niveaux d'enherbement et simuler les niveaux d'enherbement. Je vais arrêter le partage Merci. d'écran. Hop. Oui, juste si tu peux nous mettre Ouais. le périmètre couvert par l'outil et terroir avec une question qui demande si un outil équivalent existe sur la Loire amont, notamment sur la zone sancerroise. Alors, aujourd'hui, les appellations et les zones, parce qu'il n'y a pas que les appellations couvertes par la cartographie des terroirs, il faut, pour pouvoir utiliser e-terroir, il faut que sa cartographie ait été réalisée. Donc, c'est l'IFV qui réalise ces cartographies-là pour le compte de la profession. C'était l'INRA auparavant, hein, c'est la méthode de l'INRA que l'IFV a récupérée. Aujourd'hui, sur le Nantais, on va dire, si on part si on part de l'ouest, les fiefs vendéens sont disponibles. Sur le Nantais, il y a Côte de Grandlieu qui est disponible uniquement. Ensuite, il y a tout l'Anjou-Saumur. Alors, je dis tout, il y a quelques communes qui restent à cartographier. Et en Touraine, nous avons, donc ça c'était pour la partie Pays de la Loire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la partie Centre-Val de Loire. Donc, ce qui nous intéresse là, on va avoir Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Vouvray, on l'a dit, Montlouis. Et puis Touraine-Wally qui va bientôt qui est en cours de restitution. Donc ça, on a toutes ces cartographies-là. Vous pouvez aller sur e-terroir et vous regardez si vous les avez ou si votre zone y est. Donc, et pour l'amont, malheureusement, on a échangé aussi un petit peu avec nos collègues du Centre-Loire, le BIVC et puis le SICAVAC. C'est pas forcément la même méthode qui a été choisie. C'est pas l'IFV. Il y a eu des études terroirs réalisées, mais c'est pas restitué sous cette forme-là. Donc on ne peut pas insérer ces cartographies parce que c'est pas la même méthode dans e-terroir. Il y a peut-être une cartographie qui pourrait être réinsérée, c'est celle de Reuilly-Quincy qui a été faite il y a une vingtaine d'années, où là on a fait un transfert de méthode et la Chambre d'agriculture locale a réalisé la cartographie, mais sur la méthode dite René Morla, méthode INRA qu'on utilise,
Donc là, si on récupère les données vectorisées, en théorie, ce sont les mêmes variables avec la même méthodologie qui ont été cartographiées. Donc, pour cette zone-là sur I15I, on pourrait certainement la réintégrer sur Iterwar. Merci Étienne. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous laisse encore quelques secondes si jamais il y a une autre question. Alors je vois que des personnes sont en train d'écrire. On va attendre que ça arrive. Alors, alors, il y a un historique depuis 2018. Quelles sont les évolutions observées? Ah, les évolutions, je suppose, en termes oui, de quantité en eau, en lien avec l'évolution climatique, je pense que je traduis cette question comme ça. Alors, sur Oui, ces c'est ça. données-là, ouais, 2018, c'est trop, finalement, c'est trop court hein, pour pouvoir, sur une même parcelle, comparer une évolution et estimer un éventuel impact du changement climatique. C'est donc, voilà, je pense qu'il faut, sur ces bilans hydriques et sur cet outil-là, attendre quand même des données plus longues pour pouvoir vraiment voir une tendance, soit des bilans hydriques toujours plus contraignants ou ce qui est probable. Voilà. On sait que c'est pas tant la quantité de précipitations qui va évoluer, au moins dans un premier temps et sur les prochaines dizaines d'années, mais plutôt la demande, la contrainte, notamment en température, tout ce qui va être transpiration. Donc effectivement, on pourra avoir des bilans hydriques, des bilans hydriques qui vont être plus contraignants dans les années à venir. Il faut attendre un petit peu plus longtemps pour pouvoir faire ces comparaisons. Alors, sur le réservoir utile, hein, on est d'accord que cette carte-là, elle ne va pas bouger hein, dans 10 ans, dans 15 ans, puisqu'on parle du réservoir. Lui, il ne va pas bouger. Mais effectivement, le bilan hydrique, pour une même parcelle, on peut s'attendre aussi à ce qu'il soit de plus en plus contraignant et atteigne, pour une même parcelle, des contraintes fortes à très fortes, plus souvent que par le passé. Mais ça, il va nous falloir une plage de temps un petit peu plus longue. Merci. Alors, il y a une dernière personne qui est en train d'écrire. On va juste attendre avant de clôturer. Donc ça c'est une grande tendance hein, pour l'évolution climatique. Vous pouvez le retrouver sur l'atlas agroclimatique. Ben voilà, c'est Raphaël, mon collègue, Ouais, qui l'indique. Vous pouvez le retrouver sur l'atlas agroclimatique, comme le dit Raphaël, qui lui, là, va nous servir pour justement estimer ou regarder ce qui pourrait se passer par le futur à horizon 2050 et 2100, aussi bien en termes de pluviométrie que de température. Et c'est là justement où on indique que sur la pluviométrie, il n'y a pas tant de différence que ça à l'année. Il y en a pendant la période végétative, donc ça c'est important. Mais c'est surtout aussi des demandes climatiques qui seront plus importantes, notamment avec l'augmentation de la température, des jours de canicule, donc qui vont se traduire par des bilans hydriques un peu plus secs. Mais ça, effectivement, pour le futur, on peut regarder les prévisions, les estimations sur l'atlas agroclimatique, et puis sur sa parcelle plus finement sur Iterroir. Et quand on aura plusieurs dizaines d'années de recul, on pourra effectivement faire ces évolutions. merci Étienne, merci pour cette présentation. Écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire en vous remerciant pour votre participation. Le support vous sera envoyé, puis on vous mettra également les liens vers les outils Oui, qui ont été mentionnés aujourd'hui hein, pour que vous puissiez y accéder. Voilà, et puis bien sûr, n'hésitez pas sur cette thématique à revenir vers nous si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Merci à tous et puis bon après-midi à suivre. merci à vous. Au Au revoir. revoir.